Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Chaud. Bonjour, c'est l'édition du 23 février 2024, postée en priorité toujours sur YouTube, le vendredi à 19 h, et puis ensuite sur tous les autres réseaux sociaux. Parlons-en sans modération, c'est une émission qui fonctionne avec vous. On va voir dans quelques instants comment. D'abord le sommaire, c'est Niala qui va nous proposer de parler de alcool et honte, ou la honte et l'alcool. Natacha qui va nous parler de passer à l'acte ou pas. Et puis nous avons Julien qui, lui, voudrait qu'on parle de contrôle et de diminution de la consommation. Vaste sujet. Alors, pourquoi est-ce que Parlons-en sans modération compte sur vous? Parce que sans vos commentaires, sans vos avis, je peux pas faire d'émission, parce que je vais pas répéter exclusivement ce que j'ai envie de vous raconter, même si je parle beaucoup et que j'aime beaucoup vous raconter des choses. Mais voilà, vous devez participer, c'est important, et vous le faites très bien jusqu'ici, depuis le lancement de l'émission. Donc, vous cliquez d'abord pour commencer sur s'abonner, et à suivre, peu importe où vous vous trouvez, vous cliquez, c'est important, et ensuite vous tapez un commentaire sous la vidéo. Mais si vous n'avez pas du tout envie de taper un commentaire en public, vous pouvez également m'envoyer votre commentaire, votre avis ou une question, peu importe, par email en envoyant ça à bonjour@stéphaneschaud.com. Au sommaire, on a dit qu'on allait commencer par l'alcool et la honte. C'est Niala. Niala qui nous dit « Cela fera 17 ans au mois d'août que j'ai arrêté et j'arrive toujours pas à me pardonner. » Oui, c'est dur, hein. Jamais plus jamais, c'était ce qu'on m'avait dit, ce que m'avait dit une personne de Vie Libre, c'est un autre mouvement de groupe de parole. C'est toujours pas un long fleuve tranquille malgré tout ce temps, il ne faut jamais rien lâcher. Niala, merci beaucoup de participer à Parlons-en sans modération. Je note deux choses. Un, il y a le côté « je ne parviens pas à me pardonner », et ça je le comprends très très bien, parce que j'aurais préféré ne pas infliger à ceux qui sont autour de moi mes états peu plaisants quand je buvais. Et puis il y a la deuxième chose que je note, c'est la vie n'est pas un long fleuve tranquille tout court, parce que c'est pas parce que j'arrête que la vie devient compliqué. La vie est d'office pas un long fleuve tranquille. Et on a une fausse idée comme ça, c'est de se dire quand on baigne dans l'alcool et qu'on est dans la consommation, et je sais de quoi je parle, si vous ne me connaissez pas, vous n'avez pas encore vu mes vidéos, j'ai bu tous les jours pendant 25 ans et j'ai failli en mourir avant d'arrêter. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et j'avais l'impression que si j'arrêtais de boire, et pendant des années j'ai pensé ça, ça allait encore être pire. Alors, je peux en témoigner comme beaucoup de gens qui sont abstinents de l'alcool. La vie n'est toujours pas un long fleuve tranquille, comme le dit très justement Niala, mais elle est plus facile à vivre, contrairement à ce qu'on imagine quand on est dans la consommation d'alcool. Donc j'aurais tendance à dire, essayons-nous tous de nous convaincre que ce n'est pas en buvant qu'on va se rendre la vie plus facile. Ce n'est pas en buvant que la vie va être plus joyeuse. Ce n'est pas en buvant que soudainement les choses vont être bouleversées et tout va aller mieux. Non, 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 non. C'est le contraire qui va se passer. C'est très important de le noter. Il y a plein de témoignages, je suis certain que vous pouvez en trouver tout plein sur Internet, qui disent que effectivement, bon, c'est vrai que de temps en temps, je me dis, ça, je me bourrerais bien un peu la gueule pour faire la fête, etc. Mais je connais les conséquences et je sais que de toute façon, depuis que j'ai arrêté de boire, même si je ne me pardonne pas toute cette période d'alcoolisme, eh bien, je dois déculpabiliser et surtout pas imaginer que c'était mieux avant, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus facile depuis que j'ai arrêté. Voilà ce que moi j'ai envie de dire. Je crois que Niala, quelque part, c'est ce que vous dites aussi. Natacha va nous parler d'un passage à l'acte ou pas. Et je suis assez d'accord avec votre analyse, Natacha, voilà ce que vous dites. En fait, je vais commencer par lire ce que vous dites. J'aimerais parler de l'amitié de la bouteille, et peu importe son étiquette. Et en effet, peu importe son étiquette. J'ai parfois eu l'impression qu'elle m'avait aidé à ne pas passer à l'acte les fois où j'ai eu des idées noires. Donc là, on a cette impression que parce que je bois, eh bien, je ne vais pas passer à l'acte quand j'ai des idées noires.
Et puis, celle où vraiment on se prépare psychologiquement à passer à l'acte, ça peut arriver aussi, hein, d'avoir des idées noires en imaginant le scénario de la fin. Et parfois, ça me rend plus légère et ça m'anesthésie le sombre qui est en moi, mais parfois, à l'inverse, elle m'y aurait précipité. C'est peut-être une fausse idée, mais certains vins me rendaient irrémédiablement triste, agressive, et j'ai appris à savoir lesquels au bout de 14 ans de consommation. Alors, la dualité entre la consommation et le mal-être, on a parlé de mal-être, on en parle d'ailleurs très, très régulièrement. Le mal-être, c'est ce qui nous pousse à avoir des addictions, hein, quelles que soient ces addictions, mais spécialement avec l'alcool, c'est vrai que on se retrouve dans des situations où on a l'impression que l'alcool nous anesthésie et il peut, écoutez, si je bois, comme moi je buvais à l'époque, et comme la plupart d'entre nous, les addicts, buvons, si je bois toute une soirée, je vais arriver en fin de soirée avec un état de morosité, peut-être de tristesse, peut-être d'agressivité, qui sera pas provoqué forcément par l'alcool, qui sera provoqué par mon mal-être initial. Quand je rajoute de l'alcool dessus, deux choses peuvent se passer, comme le dit très justement Natacha. Soit ça allège le mal-être, ou du moins mon esprit a l'impression que ça allège le mal-être, soit ça me pousse encore plus vers mon côté sombre et ça me donne l'envie de passer à l'acte. Donc j'insiste beaucoup toujours sur ce côté du mal-être parce que je crains que le message ne passe pas forcément pour ceux à qui ces vidéos sont aussi destinées, ceux qui ont envie de s'en sortir mais qui ne savent pas comment, c'est de dire voilà, j'ai un mal-être, l'alcool ne va pas m'aider à aller mieux. Je vous le jure, c'est pas vrai, comme on l'a déjà dit 1000 fois. Et donc, le passage à l'acte, eh bien, si on a des idées noires, ça peut arriver à tout le monde. Il y a une très belle chanson d'ailleurs sur Idées noires de Bernard Lavilliers. L'alcool ne rentre pas en ligne de compte. C'est encore une fois la vie qui n'est pas un long fleuve tranquille. C'est encore une fois le mal-être que j'ai en moi, mais ça n'a rien à voir avec l'alcool. Donc il ne faut pas imaginer que parce que je continue l'alcool, ça va aller beaucoup mieux. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Alors Julien qui nous parle de contrôle et de diminution de la consommation. Exemple, dit Julien, cigarettes et post-it, voilà ce dont moi je vais vous parler. Mais s'abstenir définitivement ou faire attention à toute consommation serait mieux. Le même principe de restriction sans être tout à fait restrictif, pour ma part, ça a fonctionné. Comme pour la perte de poids ou la remontée financière d'ailleurs. L'idée n'est pas d'arrêter totalement, mais doucement et sûrement. Jamais la restriction a été bonne. Alors Julien, bien sûr, je respecte votre avis. Tout le monde a son avis, son opinion. Et dans votre cas, si vous l'avez vécu, vous avez réussi à le faire, chapeau, bravo, et tant mieux. Moi, je veux vous parler de mon arrêt de la cigarette. C'est un très bon exemple. Un jour, ne me demandez pas pourquoi, mais un jour, j'étais assis à mon bureau et je décroche le téléphone, j'allume une cigarette, puis je me dis, enfin c'est incroyable, je crois que je viens d'en écraser une. Qu'est-ce que je fais? Je prends un post-it, un stylo, et j'écris sur le post-it, je regarde ma montre, j'écris sur le post-it à quelle heure je fume. Et j'ai commencé à faire ça pour chaque cigarette. Et donc j'ai noté à chaque fois que je fumais, l'heure à laquelle j'allumais la cigarette. Et en fin de journée, je me suis aperçu que quand même je fumais quasiment tous les quarts d'heure. Et un jour plus tard, j'avais 24 heures complètes, et donc j'ai vérifié combien je fumais de cigarettes par jour, et je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Et donc j'ai appliqué ce que Julien préconise, c'est le contrôle et la diminution de la consommation. Et toujours muni, enfin là j'avais commencé par glisser un carton dans le paquet de cigarettes, dans le cellophane du paquet de cigarettes, et j'avais les petits crayons Ikea, vous voyez les petits crayons qui ont la taille d'une cigarette. Et j'avais toujours ça sur moi dans mon paquet. Et puis je me suis mis à m'imposer, tu ne peux pas fumer dans la même demi-heure. Donc il faut attendre une demi-heure pour que sur la petite carte sur laquelle j'écrivais l'heure, il y ait un écart d'une demi-heure avec la précédente. Et j'ai évidemment
diminuer ma consommation. Et en général, j'étais à 27, 28, je m'en souviens très très bien, hein, 27, 28 cigarettes par jour. Du coup, au début, je me suis dit, bah, c'est très très bien. J'ai diminué de 50% ma consommation, je vais continuer comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il est arrivé? Bah, il est arrivé simplement qu'un jour, j'ai arrêté de noter les heures. Et ma consommation est repartie. Je sais combien je fumais parce que j'achetais tous les jours 3 paquets de cigarettes. À l'époque, c'était moins cher, bien sûr. Et j'achetais 3 paquets de cigarettes. Et puis, j'ai repris un petit carton, un petit crayon, j'ai renoté mes heures et je redescendais à 27 ou 28 cigarettes par jour, parfois à 22, parfois j'arrivais même à descendre à 19. Et donc, je me suis dit, ah ben, ça doit être possible de diminuer, etc. Ce cirque a duré 10 ans. Et pendant 10 ans, l'espoir était que je parvienne à arrêter. Donc, pour revenir à Julien qui nous propose de diminuer et non pas de s'imposer une restriction complète, certains d'entre nous sont capables de diminuer et d'arrêter progressivement, mais beaucoup d'entre nous, en tous les cas dans tous les témoignages que j'ai lus, à part celui de Julien, et c'est le premier en quelques années, ont dû arrêter tout de suite, complètement, avec l'aide médicale, hein, dans le cas de l'alcool c'est très important, ou les drogues, médicaments, etc. Mais on a dû arrêter tout de suite, quoi. C'était quasiment impossible d'arrêter sans ce côté c'est tout ou c'est rien. Parce que moi je suis un addict et je fais partie de la catégorie des addicts type. Et l'addict type c'est un extrémiste. Il fait tout à fond ou il ne fait rien. Eh ben, c'est pareil pour les consommations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. En tous les cas, moi, ça me rend beaucoup de service de pouvoir continuer tous les jours à répondre à vos commentaires sur les réseaux sociaux, à vos emails, et de pouvoir chaque semaine vous proposer de se retrouver pour une autre édition de l'émission Parlons-en sans modération, parce qu'il faut parler de ces choses sans modération, parce qu'il faut parler de ce qu'on a sur le cœur sans modération, parce que c'est comme ça qu'on peut un peu guérir. Voilà. Merci en tous les cas de votre fidélité, merci de tous vos témoignages, et à très bientôt, à vendredi prochain en fait.